J'ai rassemblé ces contes pour que cesse leur sommeil. Donne-leur la vie, et l'enjeu sera tel que si tu réussis, à leur tour, ils t'éveilleront. Alors je suis ravie d'avoir vu tous ces petits. J'ai retrouvé exactement ce que je recherche lorsqu'ils comptent, c'est-à-dire qu'ils retrouvent cette innocence, qu'ils soient naturels, spontanés. Et on voit encore une fois cette créativité, ils se sont appropriés les histoires, ils les ont même habitées. Tout comme quand on prend un appartement et qu'on refait la déco, on le nettoie, et bien ils ont fait ça avec les contes. Donc voilà, c'est leur version et on a ce résultat donc en finale. Et au début on ne peut pas présumer justement de ce résultat-là. Et encore aujourd'hui, ils ont encore ajouté des choses nouvelles qu'ils ne disaient pas quand on a répété. Donc vraiment une spontanéité naturelle que je salue. J'ai commencé les jeunes conteurs très petit. Je devais avoir moins de 10 ans, entre 7 et 10 ans. Et je venais assister déjà aux représentations des jeunes conteurs qui se passaient à la bibliothèque juste à côté de chez moi. Je venais juste écouter puisque j'étais trop jeune pour participer à l'époque. Et ça m'intéressait beaucoup parce que j'adorais qu'on me raconte des histoires quand j'étais petit. Il y a une seule chose qui est importante quand vous êtes sur scène, c'est l'histoire. D'accord? C'est pas vous, c'est l'histoire. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, c'est pour l'histoire. Je me suis dit, mais pourquoi pas le conte? Et le conte ici à la bibliothèque était quasi inexistant, alors qu'il y avait beaucoup de livres de contes. Et ces livres de contes étaient devenus poussiéreux, ils sortaient jamais. Et alors comment, dans une bibliothèque, redynamiser ce fonds conte? L'idée tout simplement naît de là. Alors au départ, j'ai commencé par raconter des histoires, comme ça, au pied levé, aux enfants que nous recevions dans le cadre des classes. Et puis petit à petit, l'idée était, mais pourquoi pas faire raconter les enfants? Puis j'ai eu l'âge de commencer à raconter moi-même des histoires. Donc c'est ce que j'ai fait à partir de 9 ou 10 ans. J'ai commencé moi-même à lire de plus en plus de contes et m'essayer aux contes. Et donc voilà, j'en ai fait 1 an, ça m'a beaucoup plu. J'ai continué par la suite pendant plusieurs années jusqu'à gagner donc ce festival des jeunes conteurs lorsque j'avais 13 ou 14 ans. Les contes ont toute leur importance parce que ce sont uniquement des mots et des sensations, des émotions qui vont faire naître dans chacun les images. Et ça, c'est un enjeu primordial aujourd'hui, me semble-t-il. Je m'étais inspirée de quelque chose qui se passait à Paris, le festival des jeunes conteurs. Je les ai appelés et je leur ai demandé si je pouvais préparer un groupe d'enfants qui participeraient à leur festival. Alors, ma directrice de l'époque, Pauline Silvestrini, était à fond, elle m'a soutenue, elle a obtenu les budgets nécessaires et voilà, l'animation était lancée. Et ça a très très bien démarré puisque nous avions 35 inscrits au premier atelier. C'était le vendredi à l'époque et nous travaillions qu'en atelier. Ma façon de travailler à moi, elle est très simple, j'écoute. En tant que conteur, il me semble que la chose la plus importante pour un conteur, c'est de savoir écouter. Donc j'écoute et j'essaye d'accompagner les enfants sur différentes choses. D'abord, qu'ils soient présents à leur histoire au moment où ils la racontent. Entre 8 et 14 ans, on grandit beaucoup. Et à ce moment-là de notre vie, on a besoin de quelque chose qui va nous caractériser, qui va nous aider à grandir et à faire notre personnalité. Avant de rentrer en scène, prenez le temps d'être là. Et être là, c'est quoi? C'est être prêt à raconter. Parce que dès que vous allez commencer à parler, il faut que l'histoire soit là tout de suite. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez prêt.
Ça veut dire qu'il faut que votre corps soit réveillé. Vous ne pouvez pas rentrer, d'accord? Il faut rentrer prêt à raconter. La voix doit être prête aussi. Ça veut dire que quand vous êtes dehors, qu'est-ce que vous faites? Moi, avant de rentrer sur scène, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Je me prépare. Ça veut dire que je suis prêt, mon corps il est prêt, ça va. Et qu'est-ce que je fais après? Je reviens ici. Ça veut dire que je m'arrête, je respire bien, et puis je réveille ma voix. Si j'ai du temps, je fais... On frotte à nouveau. On le refait une autre fois. J'ai la chance d'avoir été invité par Nazia Chameau à ce projet depuis le début et j'ai pu voir l'évolution au fur et à mesure des années. Bien sûr, au début, on cherche finalement quel est le véritable projet, de quoi on va parler, qu'est-ce qu'on va présenter. Et puis petit à petit, surtout ce qui m'a interpellé, c'est la diversité dans le choix des récits. Au début, souvent, c'était des récits, vraiment les récits les plus courts et les plus simples. Et puis petit à petit, il y a eu des véritables enjeux pour choisir des histoires fortes, intéressantes. Il était une fois une maison au bord de la rivière. Et dans cette maison, il vivait un père et un fils. Le fils s'appelait Joe Junior. Un matin, Joe Junior, on va à la pêche aujourd'hui. Joe Junior était très content. Il souriait de toutes ses dents et se plante devant son père. « On y va, papa? On y va, papa? Attends, on n'a même pas pris le petit déjeuner. » Qu'est-ce que c'est qui m'a intéressé, du coup? Comment est-ce que je vais le donner? Je vais le donner avec la voix, avec peut-être des gestes, avec des intonations, en travaillant sur le débit, en travaillant sur l'intensité, sur tout ça. Donc, pour chacun, on écoute, on regarde, on s'arrête, on revient un petit peu en arrière, on essaye d'une autre façon. Et ça s'est amplifié à tel point qu'au lieu d'aller à Paris, eh bien, on a localisé le projet de façon à faire participer plus d'établissements de la région. Et au lieu de garder qu'un atelier le vendredi soir, atelier qui existe encore aujourd'hui, eh bien, on a élargi aux classes. Donc on a fait participer les classes. Alors d'abord, il y avait une classe du primaire, une classe du collège en 6e. Et puis ça s'est amplifié. Et là, en 2018, nous avons 4 classes de primaire et 4 classes de 6e au collège. De plus, d'autres établissements nous ont rejoints tout de suite quand nous l'avons élargi. Donc on avait une douzaine de villes, soit bibliothèque, soit collège, soit école primaire. Joe Junior engloutit son repas et se plante devant son père. « On y va, papa? On y va, papa? Attends, je dois faire la vaisselle. » Bon, effectivement, je suis berbère, je suis issue d'une tradition orale, j'ai une sensibilité au conte qui s'est affirmée au fur et à mesure, justement grâce à ce projet. Et dès le début, je me suis dit, tu ne vas pas te lancer comme ça, à l'aveuglette. J'ai décidé de me former et donc de travailler sur le conte pour pouvoir aider à mon tour les enfants, parce que ça s'improvise pas. Et puis ensuite, de quelle façon est-ce qu'on va donner l'histoire? Je leur dis que l'histoire c'est un cadeau qu'on déballe au fur et à mesure devant les auditeurs, qu'on offre, et que pour qu'il soit bien offert, eh bien, il faut l'accompagner. Et c'est la voix du conteur qui va faire le travail. Par le biais du conte, il me semblait qu'il y avait quelque chose là de très intéressant, qui les reliait à la fois à eux-mêmes, comment ils géraient la prise de parole, mais il les relie également à une histoire, à un patrimoine oral qui existe depuis la nuit des temps. Et donc, on se rend compte que le conte n'est pas simplement des histoires comme ça, consommées, écoutées, mais ils font l'expérience eux-mêmes de ce que c'est que de raconter une histoire et tout ce que ça met en jeu. C'est-à-dire raconter, travailler sur la voix, travailler sur le corps, et puis travailler sur les histoires reliées à ce patrimoine qui quand même nous relie également à nos ancêtres. C'est du bonheur. Même sur des enfants qui ont peur, qui n'ont pas envie, qui sont
qui sont en retrait en général sur la classe. Et puis il y a aussi ceux qui sont pas assez rentrés dans la classe et qui se rendent compte que c'est pas tout de faire, que c'est compliqué quand même de faire, de dire devant les autres. La technique, en fait, c'est d'abord qu'ils lisent 2 ou 3 fois l'histoire et ensuite qu'ils en dégagent la trame, la structure. C'est pour ça que dès le départ, on leur explique que les contes ont une structure identique, donc il y a une situation initiale, un déroulement de l'histoire et puis une situation finale, avec un problème à résoudre. Et ça, on le schématise à tel point que ça va les aider à reprendre ce schéma, à retrouver le schéma dans le texte qu'ils lisent, peu importe sa longueur. Ils vont dégager cette structure ou ce squelette et ensuite ils vont laisser tomber le texte et à partir de ce squelette, eh bien, ils vont redonner vie à l'histoire. Donc au début, évidemment, ils ne racontent que cette structure-là. C'est très squelettique la façon dont ils restituent l'histoire. Mais petit à petit, eh bien, ils vont donner chair. Donc ils vont rhabiller ce squelette, mettre... voilà, tout ce qui va faire que le texte reprend corps, que le conte reprend corps. Alors maintenant, on va s'asseoir et vous faites tout seul, concentrez-vous sur votre histoire, vous faites défiler comme un film. Tac, les images, et puis après, quand c'est à votre tour, vous y allez. L'intérêt premier, c'est que ce qui est toujours étonnant, c'est que ce sont les enfants les plus timides qui participent et qui vont le plus loin dans la compétition. C'est pas forcément ceux qu'on attend, qui vont réussir à mener à bien le projet. Il y a des enfants qui sont très motivés et qui n'arrivent pas forcément au bout, et d'autres qui paniquent. Ça leur permet justement ce travail d'avancer et de trouver des capacités qu'ils n'envisageaient pas. Il était une fois la chachata tutu. La chachata tutu était le plus moche des oiseaux qui vivaient au Pérou. Elle avait les plumes toutes ébouriffées. Un jour, elle avait pondu 3 œufs dans une touffe d'herbe. Elle se dit: je vais pas rester tout le temps là à couver mes œufs, il faut que j'aille chercher à manger, je meurs de faim. Alors Alors, comme tu viens de passer tout à l'heure, je me permets de t'interrompre tout de suite, comme ça on va retravailler. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure pour les phrases? Tu m'as dit pour les phrases que je commençais haut et après ce que ça... Et la fin, on l'entend pas. Oui. Donc tu reprends et c'est qu'on entende tout ce que tu dis. Oui. Et tu vois, ça retombe. Donc je recommence du tout. Oui, vas-y. Il était une fois la chachata tutu. La chachata tutu était le plus moche des oiseaux qui vivaient au Pérou. Elle avait les plumes toutes ébouriffées. Un jour, elle avait pondu 3 œufs dans une touffe d'herbe. Elle se dit: je vais pas rester tout le temps là à couver mes œufs, il faut que j'aille chercher à manger, je meurs de faim. Alors elle va. Quand elle revient, elle voit une queue, et c'était la queue d'un rat. Il avait mangé 2 de ses 3 œufs, et il s'enfuit en courant. Elle va vite voir le phénix. Phénix, phénix, le rat a mangé 2 de mes 3 œufs, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, tu sais, hein, je ne sais pas. Ce n'est pas mon boulot, hein, c'est à la mère de s'occuper de ses enfants. Alors, le phénix, on va le reprendre. Oui. Qu'on voit que c'est le plus beau des oiseaux, et il fait vraiment son beau. Donc tu peux changer d'attitude. Par exemple, tu peux te mettre un peu sur le côté, comme ça, et dire, pardon, et dire, non mais attends, tu sais à qui tu t'adresses là? Tu crois que je suis le gardien de tes petits, moi, ou quoi? Ah non, hein, c'est à toi de savoir ce qu'il faut faire pour tes enfants. Moi, il me semble que c'est à la mère de s'occuper de ses enfants, non? Tu vois, un peu genre hautain comme ça. Enfin, c'est une suggestion, mais tu fais comme tu veux. Oui. Tu vas essayer plusieurs trucs jusqu'à ce qu'on voit le phénix qui fait le beau. Oui. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est comment appeler ça? Cet aplomb, on pourrait dire, ouais, cet aplomb qui s'installe au fur et à mesure des mois. Puisque souvent je viens en début de projet, et au milieu de projet et en fin de projet. C'est-à-dire que je peux vraiment voir sur les enfants leur implication et la façon qu'ils ont de prendre possession de l'espace, de leurs paroles et de leurs récits. Il était une fois une vieille
qui habitait seule avec son chat. Un jour, elle prépare du riz. Elle s'en sert une bonne cuillerée et en sert une à son chat. Avant d'aller partir chercher son fagot, elle dit à son chat: « Oh mon chat, je vais aller chercher du fagot et je t'ai préparé du bon riz. Tu peux le manger, mais le mien n'y touche pas. » Miaou, répond le chat. Et la vieille s'en va chercher son fagot. Aussitôt, le chat se jette sur son riz et le dévore, et dévore aussi celui de la vieille. Au retour de la vieille, elle s'aperçoit qu'il n'y avait plus de riz, il n'y avait plus un grain. Donc ce premier travail fait sur l'appropriation un peu du conte, du patrimoine oral, voilà. Là, on passe à une deuxième phase où les élèves ont envie de se fixer un objectif et du coup de se préparer pour le Festival des jeunes conteurs. Oh mon chat, c'est toi qui as mangé tout mon riz? Oui, c'est moi. Et maintenant, c'est toi que je vais manger. Aussitôt, le chat se jette sur la vieille et la dévore. Et s'en va par les grands chemins. Sur quoi est-ce qu'ils vont pouvoir s'appuyer? Sur les images. Qu'est-ce que c'est qui, dans l'histoire, les a assez accrochés pour qu'ils aient envie de la partager, cette histoire? C'est ça la chose la plus importante. Quelque chose les a intéressés, du coup, c'est comme un coucher de soleil. C'est beau, viens voir, je vais te le montrer. Une histoire, c'est ça. C'est ainsi qu'ils rencontrent deux petits oiseaux dans un arbre. Et les deux petits oiseaux disent au chat: « Oh mon chat, mais comment fais-tu pour être aussi gros? » « C'est normal que je suis gros. J'ai mangé la vieille, son riz et le mien. Et maintenant, c'est vous que je vais manger. » Aussitôt, le chat grimpe sur l'arbre et sur la branche et dévore les deux petits oiseaux. Et continue son chemin. Il a une branche comme ça, et il y a deux oiseaux. Et il dit: « Oh, ben dis donc le chat, tu es gros, hein ?» Il dit: « Ben c'est normal que je sois gros. » Et il a dit: « Et je vais vous manger. » Tu vois, et il saute sur l'arbre, il grimpe et il mange. Exactement ce que tu dis, juste accompagne tes gestes. Enfin, accompagne tes mots avec tes gestes. Un peu plus, comme ça ce sera plus... Vous êtes très intervenante ou vous laissez Nazia mener les choses? Alors c'est en parallèle. Nazia introduit le conte, la base, et après on le travaille régulièrement en classe pour que les enfants soient plus à l'aise quand ils doivent compter devant un public. Et par exemple, le fait que ce soit sur une année entière, est-ce que c'est pas trop long pour eux, le fait de répéter leur conte X fois? On se donne jusqu'à Noël pour choisir un conte. Donc tout le premier trimestre, ils lisent, ils voient plusieurs contes et ils ne se décident qu'à partir de Noël. Et ensuite, donc de janvier à juin, ils ont l'occasion de le répéter combien de fois? On le fait en classe, on l'a déjà fait devant d'autres classes, on l'a également fait devant la maison de retraite. Donc voilà, comme ça change le public. Et le bûcheron coupe le champ en deux. Et aussitôt, il sort. Les deux belles dames, deux porcelets rosés frais, deux oiseaux, le riz. Non, le riz l'avait digéré. Et la vieille rentre chez elle. Et on n'entend plus jamais parler de ce chat ventreux. Et cric, et crac, et mon histoire est terminée. Quand on est en groupe, eh bien, le travail se fait différemment. Donc ce sont des élèves volontaires qui veulent continuer à avancer, à progresser dans l'art de raconter une histoire. Et donc on se retrouve en général la moitié de la classe. Et puis, petit à petit, eh bien là, comme ils vont plus loin, ils se rendent compte. Alors là, après, il y a des problèmes de doute, de timidité, de manque de confiance en soi. Et avec les conteurs qu'on fait intervenir et moi-même, on est là pour vraiment les encourager, les aider à aller le plus loin possible. Et on a des résultats incroyables, des enfants qui ne pouvaient pas aligner deux mots et qui se retrouvent devant une scène, sur une scène, devant un public qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'est très encourageant. Voilà. On a tous des tics, des façons de se tenir ou de parler qui nous aident à être rassurés. Et c'est normal d'être rassuré parce que là où vous êtes, c'est pas facile. Vous êtes tout seul face à plein de gens, eux ils sont assis tranquilles dans le noir, vous êtes tout seul en pleine lumière, debout, eux ils se taisent, vous parlez, c'est pas facile. Donc, rendez les choses le plus simple pour vous. C'est-à-dire que posez-vous tranquillement, mettez des gestes si vous en avez besoin,
Mais surtout, faites attention Au geste parasite, ce qu'on appelle geste parasite, ou au mot parasite. Pourquoi? Lorsqu'on parle, lorsqu'on est debout, on va faire des choses pour se rassurer. Voilà, par exemple, on est d'accord, les cheveux. Par exemple, bon. Et alors il a fait ça, bon. Et alors, bon. Je me pose une question. À votre avis, faut-il écouter ses rêves? Il y a bien longtemps, dans un village, un pêcheur. Et ce pêcheur, il était très pauvre. Et il avait une maison toute il avait une maison toute délabrée. Il y avait beaucoup de réparations à faire, mais il n'en avait pas l'argent. Et dans la cour de sa maison, il avait un figuier avec une grosse racine qui sort de terre. Un jour, il rentre épuisé de son travail. Non. Un jour, il rentre épuisé et va vers son figuier et s'allonge sur sa racine. Il s'endort et fait un rêve qui lui dit: Va, va sur le pont du Caire. Là-bas, tu trouveras ta fortune. Va. Et puis, il se réveille et le lendemain, il refait le même rêve. Pour se débloquer, il faut vraiment qu'ils fassent confiance à leur histoire. Et ça, c'est quelque chose dans lequel nous, on peut les accompagner en leur disant: elle est intéressante ton histoire, rappelle-toi de quelle façon elle t'a accroché quand tu l'as découverte, c'est ça qu'il faut que tu donnes. Il était une fois, dans le passé, un roi. Et ce roi, il avait un fils. Et il voulait marier son fils. Et il lui proposait à chaque fois des princesses. Mais ce prince, il ne voulait pas juste se marier avec une simple princesse, il voulait se marier par amour. Alors un jour, il va sur son cheval pour explorer le royaume. Et il voit une jeune fille qui puise de l'eau au puits. J'ai rassemblé ces contes pour que cesse leur sommeil. Donne-leur la vie, et l'enjeu sera tel que si tu réussis, à leur tour, ils t'éveilleront. Et pour moi, c'est vraiment le pivot de ce projet qui va donner en fait envie aux élèves de prendre la parole. Comment les intéresser, les inciter à avoir le plaisir en fait de prendre la parole en utilisant le conte. Et l'idée que je leur donne également pour illustrer cette phrase d'André Voisin, c'est qu'en fait les contes sont endormis entre deux couvertures, les deux couvertures du livre. Et si les élèves arrivent à leur donner vie, eh bien, ils font revivre le conte tel qu'il doit être, c'est-à-dire oral. Ce ne sont pas des trucs, c'est juste un état d'esprit, un état d'être au moment de raconter. Pas de trucs, juste le plaisir de l'histoire. Toujours les ramener au plaisir. Il va voir son père et il lui dit: Père, c'est bon, j'ai trouvé ma future femme. Et son père, il lui dit: Ah oui, mais attends, je parie que c'est la princesse du pays voisin. Bien non, mon père, c'est ça le problème. Ce n'est pas une princesse, c'est une paysanne. Et là, le roi, il n'a rien compris. Il se dit: Mais mon fils, tu es tombé sur la tête ou quoi? Les princes, ça n'épouse pas des paysannes. Mais mon père, moi, si je n'épouse pas cette fille, je n'épouserai personne. Vous aidez les enfants au choix des contes ou vous les laissez libres? Non, alors on les laisse libres. C'est Nazia plutôt qui les aide. On discute un petit peu de la personnalité des enfants, pour voir quel conte leur conviendrait le mieux. J'ai vu participer aussi des enfants qui étaient en grande difficulté scolaire. Et justement, ça a beaucoup d'intérêt pour ça, parce que les enfants qui s'en sortent le mieux pour compter, c'est pas forcément ceux qui s'en sortent le mieux à l'école. Et ça a beaucoup d'intérêt, valoriser ces enfants-là. Les choses, quand vous les donnez, il y a différentes façons de les donner. Et dans votre histoire, il va y avoir des séquences. Et ces séquences-là, d'abord, on dit l'enfant muet, les parents qui ne l'aiment pas. 2, on montre le palefrenier qui leur raconte des histoires. 3,
Le moment où la sœur arrive, où le palefrenier lui dit attention, vous voyez, toc, toc, toc. On a un enfant qui ne parle pas, et puis tout d'un coup, il dit, Père, j'ai besoin de ton cheval le plus rapide. Oh. Ah ben cet enfant il parle. Et normalement, il doit être heureux aussi tout d'un coup, parce que c'est ça qu'il voulait. C'est quand même ça qu'il voulait, non? Un enfant qui parle. Oh, son enfant il parle. Mais bien sûr, tout ce que tu veux, mon fils. Prends-le, prends-le. D'accord? Il faut qu'on ait la surprise, il faut qu'on l'ait. Ce qui est important lorsque vous racontez, ce sont les sentiments, les émotions de vos personnages. C'est ça qui va vous guider. Le garçon, il voit sa sœur, il voit les dents de fer, il comprend la menace. 2, il parle. 3, le père est étonné, et il est heureux, et il donne tout ce qu'il veut à son fils. Et l'histoire peut continuer. Et c'est vrai que ce projet, quand même, les incite à écouter les autres, à apprendre que les histoires peuvent être partagées, et surtout de faire qu'on ait un acteur en étant juste 2 oreilles. Je trouve que c'est une notion qu'ils découvrent avec ce projet sur les contes. Ils n'ont pas forcément conscience de pouvoir agir autant avec les oreilles, je pense, à cet âge-là. Même si c'était il y a longtemps, je garde quand même une certaine expérience de ça quand je dois m'exprimer, quand je fais des soutenances de stages, de projets, de choses comme ça quand je suis à l'école. C'est quelque chose que j'ai toujours dans un coin de ma tête et je me dis, quand je suis devant un groupe de professeurs ou de professionnels, je me dis, essaie de te rappeler un peu comment tu faisais au conte et voilà, essaie de répéter un peu ce que tu faisais pour captiver ton public à l'époque. Alors que tu n'avais que 13 ans, maintenant tu en as 22. Essaie de refaire la même chose. Prends le temps de nous montrer. C'est rigolo comme image, non? Comme c'est rigolo, il faut qu'on en profite. Ça serait dommage. Vous imaginez un petit peu le truc? Il y a un fantôme qui arrive, il se met au pied de l'arbre, puis hey, vas-y, viens, je te montre. Et le fantôme il arrive, il met le pied, whoop, il reste en bas. Il dit, attends, ça va pas ça. Vas-y, monte sur mon dos. Et le fantôme il arrive, il monte sur le dos, whoop, il retourne sur mon dos. Ça va pas ça. D'accord? C'est bizarre. Amusez-vous avec. On est là pour s'amuser, non? Donc s'il y a quelque chose de cocasse, de rigolo, etc., il faut qu'on le voit bien. Ne va pas trop vite. Ne va pas trop vite, ça veut pas dire ne parle pas trop vite, ça veut dire qu'on ait le temps, nous, de voir les images. Quand vous racontez, vous nous donnez juste des mots. Et nous, avec les mots, on fabrique des images. Si vous allez très vite, l'image, elle est floue. On ne la voit pas bien. Et c'est dommage. Elle est belle, cette image. Elle est super. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que j'entends une histoire de fantômes qui veulent monter, manger des fruits et qui arrivent pas parce qu'ils se passent les uns à travers les autres. Tout ce que ça m'a apporté, c'est grandiose, vraiment, c'est une expérience. Alors on se dit, voilà, le conte, voilà, quand j'en parlais à des amis, des fois, oh, le conte, tu comptes, toi, t'es vraiment un gamin. Mais non, pas du tout. Parce que des adultes, beaucoup d'adultes et beaucoup d'enfants comptent. Et c'est vraiment, voilà, il faut y aller pour le voir. Il faut écouter cette histoire racontée par un professionnel ou par un jeune pour savoir, en fait, vraiment ce que c'est. C'est quelqu'un qui va, voilà, vous transporter par une histoire que vous connaissez peut-être, mais racontée d'une manière tellement différente, à sa façon, selon comme il le souhaite. Et vous nous emportez là, d'abord dans toute une ville pour chercher un âne, après dans un hôtel qu'on ne connaît pas. Donc il faut qu'on comprenne, d'accord? Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'il va prendre n'importe quelle chambre. Il monte à l'étage, la première porte qu'il voit, il rentre dans la chambre, il se cache sous le lit. Hop, et il attend. Et là, il faut que le temps passe. Le temps passe. Et tard dans la nuit, arrivent des gens. Et qui c'est? Ta 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 ta. Ça va devenir intéressant. D'accord? C'est ça qui est bien. C'est que ça monte. Et déjà, il est sous un lit. Et tout d'un coup, on ouvre la porte. Et qu'est-ce qui rentre? Les mariés. Oh, yo, yo. Nous, on est comme ça, on dit, oh là, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la tension. On tend, et PAU! Et là, la surprise, elle est là. D'accord? C'est très bien. Une histoire, c'est ça. On s'amuse à être dans la tension, ce qu'on appelle le suspense. Vous appelez ça le suspense, peut-être, je ne sais pas, mais il faut qu'on sente qu'il y a quelque chose qui arrive, ça monte, et puis on se dit, à quel moment ça va déborder? Et bien, il y a un moment donné, wow, on a tout. D'accord? Okay. Amuse-toi avec ça.
Fais durer la chose, doucement. Et puis, tu peux le faire, et vous pouvez le faire en tant que conteur, avec la façon de le donner avec votre voix. C'est vrai que le mot concours, moi, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Je parle de festival, je parle d'atelier, je parle d'initiation à l'art du conte, je parle également de sensibilisation au conte, au métier de conteur, tout comme on fait le travail dans les établissements scolaires de sensibilisation à d'autres arts. Utilisez les mots qui ont de la valeur pour vous, donc vous savez ce que c'est, parce que comme ça, nous, on les verra aussi. Si vous dites des mots que vous ne connaissez pas, nous, on ne verra pas à quoi ça correspond. C'est une animation qui impacte quand même le budget, l'organisation de la bibliothèque. On est tous partie prenante pour travailler sur ce projet. Alors chacun, on se répartit effectivement les rôles. Moi, je m'occupe de la partie artistique, gestion de l'organisation des classes, des élèves, des groupes, etc. Et puis, il y a la partie lot, puisque les élèves, tous les demi-finalistes, ont des cadeaux à la fin. Et donc là, c'est Yamina qui s'occupe de récolter ces lots, de soutenir ce projet. Élodie, c'est la directrice, elle nous soutient également dans l'organisation, dans la répartition du budget. Viviane est partie prenante également, puisqu'elle fait partie du jury quand elle le peut. Catherine également fait partie du jury quand elle le peut. Et puis quand on s'organise pour répartir les lots, toute l'organisation, pour la finale notamment, qui mobilise pratiquement toute l'équipe, puisque chaque année, la finale se déroule au Palais des Congrès. Sans mon équipe, sans les enseignants, sans les élèves, sans les conteurs, et voilà, je crois que l'ensemble est vide. Que fais-tu ici? Je vais raconter un conte que j'ai travaillé depuis le début de l'année. Et donc là, je vais raconter à des personnes. Et d'ailleurs, je suis très contente. Parce que j'avais déjà fait ce festival en 6e. Puis maintenant, j'avais tellement aimé que du coup, en 4e. C'est pour ça que je refais. Donc là, tu viens volontairement, c'est pas par rapport à ta classe ou... Non, c'est volontairement, oui. D'accord. Le jury a une fiche avec des critères, on va dire des critères comptes. Et donc va choisir les 3 premiers prix. Et le public, ça fait 3 ans maintenant je crois qu'on fait un prix spécial du public. Donc on a sorti une petite fiche avec le nom des enfants, le titre du conte et chaque personne du public peut voter. Et on a donc fait une magnifique urne, les collègues Nazia et Amina ont fait cette magnifique urne. Et je sens que j'ai bien compté, que j'ai parlé bien fort et que j'étais concentrée, que j'étais pas stressée. Alors cette année, c'est une petite fille, ça a été dans le cadre d'une transmission familiale. C'est-à-dire que c'est la maman qui lui a raconté un conte traditionnel du Maroc, qu'elle-même tenait de sa propre grand-mère qui était conteuse au Maroc. Donc elle a eu, parce que j'avais sollicité les mamans pour qu'elles se rappellent des contes traditionnels, elle ne se rappelait pas trop, elle a appelé au bled, elle a eu sa propre mère qui a fait le lien, et donc elle va présenter un conte, la petite, que moi je ne connaissais pas, et Dieu sait que j'ai lu des contes du Maroc. Je pense que mon conte était bien choisi parce qu'on a du temps à choisir un conte qui nous plaît. Et donc je pense que les jurys ont aimé ce que je faisais et ça a payé, le travail a payé. C'est un travail très formateur que je fais avec une classe de 6e et des volontaires sous forme de club. Et voilà, c'est une prestation sur l'oral, la découverte du patrimoine du conte. Et c'est très formateur puisqu'après les collègues enseignants me disent que les élèves savent bien présenter leurs exposés à l'oral. Quand tu as travaillé,
tu finis par savoir par cœur ou tu te ménages encore des libertés? Je me mets des libertés parce que par cœur c'est compliqué et puis c'est pas intéressant, il faut raconter l'histoire, partager avec des gens. Et donc, voilà. À 9 ans, on vous met devant une scène de 50, 100 personnes peut-être, avec un micro, on n'a jamais eu de micro, et on nous dit raconte ton histoire à tout le monde. Ah bon, voilà, à 9 ans, moi j'arrive devant tout le monde et c'est un peu dur quand même. Et du coup, c'est ça qui nous apprend. Et d'année en année, on apprend vraiment à parler aux gens avec un certain humour, un certain tact. On commence à discerner qu'est-ce que les gens veulent savoir, qu'est-ce qu'ils aiment entendre, les petites blagues, les blancs, enfin voilà, on apprend à s'exprimer devant un public en fait. Les élèves m'ont enchantée, voilà. Je pense que je n'étais pas la seule. Le public a suivi les prestations du début à la fin. Quand j'ai annoncé l'avant-dernière, ils m'ont regardé tout surpris. J'observais aussi les élèves au premier rang. En fait, la prestation, elle devenait pas individuelle, elle était collective. Il y a des élèves qui connaissaient les contes et qui accompagnaient, qui suggéraient des gestes. Enfin, les élèves qui passent devant leurs camarades, ils sont portés également par ceux qui attendent. Et j'ai trouvé ça très beau. Voilà, une prestation collective. Et voilà, on est loin donc de la compétition, tu vas gagner, je vais gagner. Enfin, on n'a pas du tout entendu ça. On n'a vu aucun candidat super déçu de ne pas être dans le palmarès des 3 premiers. Enfin, tous ils sont venus nous remercier pour les lots. Enfin bref, voilà quoi. Donc leurs prestations ont dénoté notamment des talents de créateurs, quoi. Ils revisitent les contes, ils les habitent et ça, ils ont tout compris.